Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire hebdomadaire que vous propose la FAT. Je suis Denis Desclous. Alors, en fait, cette semaine, il y aura semble-t-il deux webinaires, celui de Laurent Albi et le mien. Je crois on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans le calendrier. Et du coup, vous pourrez en fait avoir deux visions de la situation des marchés en cette fin mai. Euh, alors, euh, on va passer en revue quelques actifs, pas forcément les mêmes que ceux vus par Laurent. Euh, Moi, sur les indices, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que l'adage c'est l'ennemi en go away, c'est pas du tout vérifié cette année, puisque nous sommes fermés. La deuxième, c'est que la hausse a été quand même particulière, puisqu'avec beaucoup de gap, on le voit d'ailleurs sur ce graphique, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont faits overnight, hors séance, que ce soit sur les indices US mais aussi sur les indices européens. Alors, je vais revenir au graphique. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est que donc on a des graphiques mensuels, hebdomadaires, à la fois en cette fin de semaine. On s'aperçoit qu'en fait, il y a eu pas mal d'indices sur lesquels soit les prix, soit la lagging span, donc d'Ichimoku, soit les deux ont franchi des seuils ou ont buté sur des seuils importants. Alors, je vais juste faire une petite manip pour revenir au graphique. Voilà. Et nous allons donc passer en revue les graphiques et après, j'essaierai de vous donner quelques indicateurs de marché qui me paraissent importants à avoir à l'esprit. Bon, sur le S&P 500, sans surprise, donc on est toujours très haussier après l'épisode de février, fin février, début mars. Ce qu'il faut relever, hein, c'est que les prix ont clôturé au-dessus du nuage hebdo. En revanche, la Greenspan, elle a au-dessus d'elle les prix donc, qui vont sans doute constituer un frein si la hausse se poursuit. Euh, euh, en daily, on voit que la Greenspan aussi, elle a franchi le nuage. Moi, ce qui me semblerait une hypothèse plausible, et ce qui va rejoindre ce que disait un petit peu Laurent dans son webinaire, sauf qu'on n'a pas tout à fait le même niveau. Euh, une hypothèse qui me semblerait plausible pour ce début de semaine, c'est une consolidation après la hausse des derniers jours, euh, avec donc ici on a une sorte de canal ascendant, donc un retour sur le bas de canal qui fermerait le gap du 18 mai et donc qui ferait que la lagging span viendrait reprendre appui sur les cours ici, à minima. Alors après, il faudra surveiller, savoir si ça repart euh, ou au contraire si la lagging span retraverse les cours. Si on regarde le Dow Jones, on a la même configuration, donc toujours très haussier comme les autres. Simplement, contrairement au S&P, lui, il attaque le nuage en hebdo au niveau des prix. En revanche, la Greenspan vient de retraverser le nuage. Et donc, on pourrait avoir là aussi un retour sur 25 000. On va retrouver ici donc, est haut du nuage hebdo et qui pourrait constituer un petit pullback aussi de la Greenspan qui vient de traverser le nuage, voire plus à surveiller. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, on l'a dit, très très haussier, effectivement. Retour sur les plus hauts. Je voudrais quand même mentionner, pour relativiser, enfin nuancer cette hausse du Nasdaq, c'est que en mensuel, si on ajoute, donc on fait un nouveau plus haut en mensuel hein, à 9500, 9555 exactement. En revanche, si on ajoute un RSI,
Si j'ajoute un RSI, voilà. Ici j'ajoute un RSI, je m'aperçois que j'ai quand même une divergence mensuelle que je peux avoir aussi sur d'autres indicateurs. Alors pas validée pour l'instant, évidemment, mais si elle se validait, du coup, ça pourrait correspondre aussi à un potentiel double top en hebdo. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut conserver à l'esprit malgré la force haussière qui anime le Nasdaq depuis la mi-mars. Voilà. Alors sur le Russell, c'est le seul qui soit peut-être un peu plus faible. On va le voir, le Russell. Le Russell en un mois, il a buté sur le haut du nuage. En hebdo, il a buté sur le bas du nuage. Il a quand même été bien rejeté. Donc les 1450, parce qu'on a finalement clôturé en dessous de 1400. Et donc, même si la lagging span est revenue ici à retraverser le nuage, on a quand même eu ce beau rejet. Donc là, pareil, possibilité d'un pullback sur le haut du nuage daily au niveau du Russell. Notre ami le CAC 40, lui, c'est complètement différent, beaucoup moins fort. Alors, autant le DAX est venu combler son gap du 9 mars. Bon, le CAC, lui, il a clôturé juste sur le bas du nuage mensuel. Ici, donc ce niveau de 4680, 90. En hebdo, il y a de la place, mais on voit bien qu'on a la qui jaune, on a le gap du 9 mars qui n'a pas été comblé. Et on va voir surtout en daily. En daily, on est dans le nuage. Donc, évidemment, l'objectif, a priori, ce serait le haut du nuage 4875. Simplement, la lagging span, elle va arriver sur un nuage qui commence à s'épaissir. Donc, est-ce qu'elle ne va pas revenir prendre appui sur les cours, ce qui ferait une correction jusqu'à presque 4500. Voilà, je pense que c'est ce qui est à regarder en ce début de semaine. En complément de ces graphiques, j'avais envie d'apporter quelques éléments complémentaires. Je vais être obligé de faire une petite manip pour repartager mon écran. Voilà, je vous ai préparé un petit support en complément. Donc, on a effectivement cette force haussière que signalait Laurent, mais on a quand même comment dire, certains aspects assez paradoxaux. Donc, d'abord, je voudrais mentionner le Dow Jones Transport qui était cher à Charles Odo, qui considérait que les mouvements sur le Dow Jones industriel devaient être validés par des mouvements similaires sur le Dow Jones du transport. Et lui, on voit que en mensuel, il reste sous son nuage. Il a clôturé juste en dessous. Donc c'est un peu, ça vient un petit peu nuancer la force haussière des indices américains. Le VIX, certes, s'est dégonflé, mais il n'est pas revenu sur les plus bas d'avant l'épisode du coronavirus. On reste sur des niveaux quand même de 27. Et pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir envie de descendre plus bas. Le put-call ratio, donc le rapport entre le volume de put et le volume de call, qui était revenu sur les plus bas, commence à remonter. Il fait même une divergence avec les cours. Alors, je vous ai mis les sources sous forme de liens Internet pour ceux que ça intéresse. Le Fear and Greed
Index, donc l'indice de la peur et de l'avidité calculé par CNN, hein, donc qui en fait varie de 0, la extreme fear, jusqu'à 100, extreme greed. Aujourd'hui, est neutre. Euh, Ce qui est normal, hein, parce il est basé sur sept indicateurs, notamment le VIX, New Highs, nouveau qu'on va voir après, le High Yield, etc. Donc, comme certains de ces sous-jacents, en fait, donnent des indications un petit peu ambivalentes, eh bien, on ne retrouve pas les niveaux de greed qu'on avait ici, hein, jusqu'au début de 2020. Et alors, il y en a un que j'aime beaucoup, qui est l'indicateur New Highs, New Lows, donc qui est aussi très prisé par Alexandre Elder, euh, le célèbre auteur du livre Vive du trading. Je vous ai mis donc en lien le webinaire d'Alexandre Elder sur l'utilisation du New Highs, New Lows. Dans son livre, on trouve aussi une dizaine de pages où il explique comment il l'utilise. Je vous ai mis l'article de StockChart, qui est un site où on peut s'inscrire gratuitement et avoir pas mal d'indicateurs comme ça, un petit peu alternatifs. Donc, l'indicateur New Highs New Lows mesure la différence entre le nombre d'actions qui touchent un nouveau plus haut et celles qui touchent un nouveau plus bas sur les 52 dernières semaines. Alexandre Valder, si vous regardez sa vidéo ou si vous lisez son livre, en fait, il compare ça à une armée avec des officiers et des soldats. Les actions qui touchent les niveaux plus hauts sont les officiers. Elles vont entraîner les soldats à la hausse. Et à contrario, quand il y a des actions qui touchent les niveaux plus bas, ce sont les officiers qui fuient. Et donc, du coup, les soldats qui fuient vont avoir tendance à prendre leurs jambes à leur cou. Cet indicateur New Highs New Lows, il est assez pertinent. On va voir. Je vais vous mettre ici mon dernier slide. Là, c'est un exemple sur le premier semestre de 2018. Les divergences donnent souvent d'assez bons signaux d'achat et de vente. On voit ici une divergence baissière suivie d'une correction non négligeable. Donc là, tout en haut, vous avez le S&P 500 et en dessous, l'indice New Highs New Low. Euh, et ensuite, on a trois divergences haussières où le S&P fait des nouveaux plus bas sans que l'indicateur fasse de nouveaux plus bas. Et donc, du coup, derrière, on a une hausse quand même non négligeable. Donc, c'est un indicateur, quand on le regarde, qui peut être assez pertinent. Alors là, très bizarrement, et c'est là où on peut se dire que la hausse, elle est quand même très liée aux algos. Eh bien, depuis début avril, on n'a pas de mouvement sur le New Highs and Lows. C'est-à-dire que on n'a pas de différence significative entre les actions qui font un nouveau plus haut et celles qui font un nouveau plus bas, comme si en fait tout montait, comme quand des algos trade. Voilà, donc ça c'est en daily. Alors après, on peut se demander comment on va sortir de cette sorte de phase de congestion. Est-ce que c'est une phase d'accumulation, de distribution? Ça va être intéressant le mouvement. Et alors, en weekly, on voit qu'on a une petite divergence, alors beaucoup moins prononcée hein, que celle qu'on avait euh, mi-février, parce que celle qu'on avait mi-février, là, vous voyez, elle était quand même assez énorme. Mais là, on a quand même une petite divergence qui, si elle se validait, donc, pourrait corroborer l'hypothèse d'une correction dans les jours à venir. Voilà, donc j'avais envie de compléter la lecture graphique des indices par ces éléments de sentiment de marché. Pour finir rapidement, puisque Laurent vous en a parlé, l'euro-dollar, le gold, le WTI et une matière première qui m'a intéressé, le sucre. Alors, je vais juste faire une petite manip encore. Voilà. Donc, je vais revenir ici à ma présentation. Voilà. Alors d'abord, je vais vous montrer l'euro-dollar. Bon, vous savez qu'il y a une très forte corrélation pour l'or avec le dollar. Euh, Au-delà de son aspect valeur refuge, donc bon, clairement l'euro-dollar il a été dans une tendance baissière forte. Là on avait depuis
depuis la fin de 2019 une phase d'adhésion assez forte à quelque chose qu'on avait identifié comme un triangle ou peut-être un diamant. Il y a eu Laurent vous l'a souligné, hein, une sortie de range ici, au niveau du daily, avec un euro-dollar qui repasse au-dessus du nuage, hein, une lagging span qui a juste un twist à franchir. Donc, a priori, on peut s'attendre à une reprise de l'euro face au dollar, ce qui joue en faveur de l'or, hein, puisque quand le dollar baisse, l'or a tendance à monter. Voilà, donc, après la phase un petit peu de range qu'avait connu l'or, c'est même s'il faudra regarder les autres devises, GBP, GPI, face face au dollar, ça milite quand même aussi en faveur d'une reprise de la hausse sur l'or. Je voulais vous parler aussi, pour finir, du sucre, qui m'a semblé intéressant. Donc le sucre, alors, le sucre, on a été dans une tendance baissière assez forte depuis un certain temps. On est sur des plus bas historiques. On voit bien, alors je vais vous mettre même un graphique trimestriel, on le voit encore mieux. Voilà. Alors il faut savoir que le cours du sucre, alors d'abord le premier producteur mondial, c'est le Brésil. Le cours du sucre, il est corrélé à deux autres actifs. D'abord au pétrole, parce qu'en fait, avec du sucre, on fait de l'éthanol. Et donc, du coup, quand le pétrole devient trop onéreux, l'éthanol devient plus intéressant, donc ça a tendance à faire monter le sucre. À contrario, quand le pétrole baisse et devient plus accessible, ça a tendance à faire baisser le cours du sucre, puisque l'éthanol est moins intéressant. Et deuxièmement, il est corrélé au réal brésilien, puisque, évidemment, selon la variation du cours du réal, les producteurs de sucre brésiliens sont enclins à accepter des prix du sucre plus ou moins élevés. Donc, ici, on a ce qui pourrait être un biseau descendant, euh, assez bien dessiné. Et on pourrait être ici sur le bas du biseau. Donc, avec la possibilité de remonter, peut-être de sortir par le haut de ce biseau. On va le voir alors, en hebdo, on a de la place, hein, pour remonter vers le nuage. Et surtout, en daily, on va voir que donc, euh, on a eu un retour des cours donc au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, ici une sorte de fanion avec un objectif quasiment qui s'est concrétisé, une sorte de drapeau. Et donc, si le drapeau était validé, avec un objectif théorique ici, qui amènerait la lagging spine daily juste sous le nuage, voilà, on pourrait avoir un début d'inversion de tendance pour le sucre. Alors ça ne va pas se faire en une journée, mais c'est peut-être un actif qui est à regarder si sur les indices, on rentre dans une phase plus calme. Euh, il y a quelque chose ici qui peut être intéressant. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que toutes ces informations vous auront intéressé. Je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à bientôt à la FAT.